monsieur, bonjour, bienvenue à cette autre édition de Canal Presse dont voici le sommaire avec Ghislain Pierre-Essonneau. Cameroun comme une dictature des ONG. On n'en finit plus avec des rapports qui accablent le Cameroun dans sa gouvernance politique, économique et sociale. En voyant ce verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, on va surfer sur les derniers faits d'actualité. Répression des manifestations d'opposants politiques, des morts au seuil des hôpitaux publics, l'inégal accès aux soins de santé, des prisons quasiment surpeuplées. À cette liste très loin d'être exhaustive, il faut greffer la garde administrative, toujours illimitée, au pays de Paul Biya. Ces données et bien d'autres n'enlèvent en rien le fait que le Cameroun ne soit pas le seul à faire l'objet des rapports de ces ONG, dont l'inexistence serait une catastrophe humanitaire. Pire encore, le Cameroun respecte à demi-teinte la CADEC ou Charte africaine miroir des droits de l'homme. Par exemple, l'indépendance des organes chargés de gérer les élections, l'impact du travail parlementaire, le chômage et le statut du travailleur camerounais dans le secteur privé. Et ça, il ne faut pas s'appeler Transparency International pour le constater. Camerco, le vol tarde à se stabiliser. 5 ans après le lancement du New Deal, la tourmente n'est pas retournée. Et c'est le cas de le dire, avec ces saisies à répétition dont la compagnie nationale est victime. Pourtant, elle vient de réaliser le plus dur. Textuellement, Camerco est devenu fréquentable par toutes les compagnies du monde entier. Son récent agrément signifie qu'on peut déjà partir de Yaoundé à destination de New York sans reprendre les procédures administratives à Paris. Il a fallu du temps et il a fallu respecter 2700 indicateurs pour cela. Merci donc à Boeing. Seulement, il faut des avions et Camerco n'a que le déjà pour le long courrier en l'état actuel des choses. Les MA60 étant réservés à la desserte interne. Rien à voir avec la compagnie congolaise. Le cercle concentrique oblige ainsi le gouvernement camerounais à financer de plus belle à Camerco et d'un et de deux à dire au ministre des Finances de lui vendre le pétrole sans tenir compte des impôts. Si nous sommes d'accord, attachons donc nos ceintures pour engager un ultime vol finalement. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. J'ai dû constater à la maison que nous avons commencé avec quelques minutes de retard, ce qui va nous permettre seulement de présenter nos invités et de passer au sujet, au plat de résistance. Marion Robin Maël, bonjour. Bonjour Carole et bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. Vice-présidente du SNJC, merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Chakounte, pas loin de vous. Bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs, bonjour panélistes. Vous êtes un ancien de Cameroun Tribune, oui, reconverti dans l'édition. Effectivement, on a lancé récemment un magazine qui s'appelle Show, qui est consacré à la culture. Donc j'en profite pour remercier mes anciens employeurs de Cameroun Tribune, où j'ai passé d'excellentes années et à qui je dois beaucoup. Et ça fait un bout, on ne vous a pas vu sur la télé. Jean-Baptiste Biaye, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Je profite de cette occasion pour dire au docteur Alaka, qui est interné à l'hôpital général de Douala depuis quelques semaines, victime d'un accident grave de la circulation, toute ma reconnaissance, mais qu'il puisse trouver ici l'expression de nos encouragements pour la sortie au niveau de sa santé. Célestin Jamen, bonjour. Bonjour Carole et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. D'abord aussi un salut très particulier à un ami très personnel, le docteur Alaka, qui est maintenant hospitalisé à l'hôpital général de Douala. En même temps, un grand hommage à un artiste noir américain, Prince, qui a rendu l'âme récemment. Jacques Vimaille, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Presse. Vous êtes membre du comité central du RDPC, expert en aménagement du territoire. Exactement. Et j'espère que votre expertise nous servira sur ce plateau. Surtout que nous allons débattre en gentleman pour l'intérêt de notre pays. Merci à vous tous d'être venus. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine dans la revue de la presse de Canal Presse. Bonjour et commençons par ces rapports qui embarrassent le pouvoir de Yaoundé.
Le régime se montre très peu disposé à recevoir les critiques que lui adressent systématiquement les organismes internationaux, dit le quotidien Le Jour. Et Cameroun Tribune de poser ces interrogations, qui sont donc ces procureurs autoproclamés, que cache cette nouvelle série au moment où la scène politique nationale connaît un regain d'animation dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Souvent pour répondre à ces rapports accablants, des membres du gouvernement prennent la parole devant la presse en qualité de porte-parole du gouvernement. Un titre qui n'est pas formellement attribué à un membre de l'équipe Biantois fait savoir en mutation. Cette semaine, on a appris du quotidien de l'économie que le gouvernement est à la recherche d'une banque qui va l'accompagner dans un nouvel emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Et voilà qui viendra s'ajouter aux 3 800 milliards de francs CFA de dette publique, chiffre publié par Défi Actuel, pour qui le portefeuille de la dette publique se caractérise par une plus grande diversité. Et il s'est également vu complexifié suite à l'admission du Cameroun au guichet non concessionnel de la Banque mondiale. L'État veut également renflouer ses caisses à travers la annoncé. Une ordonnance de justice condamne le ministère des Finances, la Caisse autonome d'amortissement et la Commission technique des privatisations et liquidations a vexé la somme de 244 millions de francs CFA représentant les droits du mandataire, des ex-employés de la BAOC. Cet argent est cantonné à la Caisse autonome d'amortissement depuis 3 ans, mais, constate notre confrère, la machine administrative reste coincée jusqu'alors. Diapason rapporte que ce mois, après le décret présidentiel fixant les salaires des maires, rien n'a véritablement bougé. Les magistrats municipaux vivent toujours dans une attente mêlée d'angoisse et d'inquiétude. De l'autre côté, les manifestations de rivalité entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'en finissent pas, selon signature. Députés et sénateurs vont jusqu'à épier les menus avantages de leurs positions respectives pour engager les revendications là-bas au Parlement. Un Parlement qui pourrait être convoqué en session extraordinaire au mois de mai pour une probable révision constitutionnelle. Selon Émergence qui donne l'information, les fins limiers du régime y travaillent déjà dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Les élections justement en 2018, 4 scrutins pourraient coûter 50 milliards au trésor public. Dans cette enveloppe est comme atteint reparti le budget alloué à chaque catégorie de scrutins. Le financement des partis politiques et leurs campagnes. Pour notre confrère, il y a déjà des batailles feutrées autour des marchés des élections entre nationaux et étrangers souvent sollicités. Le RDPC lui occupe le terrain, recrute les nouveaux militants pour le journal Action. Patriotisme et proactivité constituent le socle des victoires du parti au pouvoir qui garde une longueur d'avance sur les autres. La journée internationale de la Terre, c'était le 22 avril dernier. Et Baromètre communautaire faisait le tour des questions auxquelles la Terre fait face, l'obsolescence du cadre législatif et une interprétation subjective, les lenteurs dans les procédures administratives et le mauvais usage de l'espace fond de la terre, un bien qui se raréfie au fil des ans. La spoliation des terres à Loum dans le Mungo présenté comme cas d'exemple par intégration, là-bas la bataille juridique fait rage sur le cas PHP. Un collectif d'avocats selon notre confrère tente de blanchir les filiales camerounaises de la société Compagnie Fruitière de Marseille en focalisant sur les plantations du Haut-Pendjar. Et puisqu'on parle de société, le Financier d'Afrique rapporte que les entreprises africaines s'imposent de plus en plus aux multinationales. La concurrence observée au Cameroun dans la cimenterie produit déjà les fruits aux consommateurs, de même que dans le secteur bancaire, de la chocolaterie et bientôt dans l'industrie du sucre, même si le monopole a encore la peau dure, dans le transport logistique et la gestion portuaire et bien d'autres entreprises. Notre santé s'intéresse au cas l'hôpital Jameau à mode d'augmentation des consultations. Les frais de session sont passés de 600 à 2600 le jour et de 900 à 2900 de nuit. La consultation VIP chez les médecins généralistes de 5 000 à 10 000 francs selon le directeur de l'hôpital. Cette mesure prévue par les textes vise à renflouer les caisses de la structure endettée. À dimanche. Et pour être tout à fait complet sur l'actualité de la semaine, nous apprenons à l'instant la mort de Papa Wemba, artiste et musicien que l'on ne présente plus. Alain Tchakounte, vous êtes très proche des milieux culturels. C'est un homme qui s'est produit il y a quelques temps seulement au Cameroun. C'est un choc. Hein. Je crois qu'on ne parvient pas à comprendre. Et j'aimerais, si c'est confirmé, comme vous le dites, rendre hommage à cet immense artiste. M. Ndiamène parlait de Prince tout à l'heure, mais je crois que c'est plus proche de nous. Papa nous parle plus. Pour nous, Papa, c'est
c'est l'inspiration, l'icône d'un continent, d'un monde qui a envie de s'éclater, de porter une voix à travers la planète. Donc je crois que c'est une grosse perte pour la culture et la musique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est écroulé sur scène il y a quelque temps. Vous avez regardé les FEMUA, images effectivement, au direct. Festival des musiques d'Anoumabou, en Côte d'Ivoire. Il a été transporté à l'hôpital et on attend de savoir, peut-être des sources officielles vont le confirmer, mais tout au moins, sa mort a été annoncée il y a quelques minutes seulement. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition de Canal Presse. Le temps pour nous de parler de ces rapports qui ont été rendus publics au cours de la semaine et dont la presse a beaucoup parlé, des rapports qui classent le Cameroun notamment du côté de liberté de la presse pour ce qui est de Reporters sans frontières et aussi ce rapport sur les libertés publiques de Freedom House où le rapport constate qu'il y a un recul des libertés publiques au Cameroun. Notre pays ne fait donc pas bonne presse dans ces classements. Nous allons nous demander sur ce plateau pourquoi, quel est le problème et peut-être dégager les responsabilités des uns et des autres. Je commence par vous, Célestin Jamel. Le quotidien Le Jour constate qu'il s'agit des libertés publiques et que le rapport de Freedom House précise que si les lois garantissent les libertés publiques au Cameroun, elles continuent à être régulièrement violées, notamment les libertés d'expression, d'association, de manifestation publique. Est-ce que vous avez fait le même constat? Ben évidemment, il faut faire très attention avec la langue française parce que quand les journaux titrent ces rapports qui nous accablent, ça peut vouloir dire les rapports qui nous condamnent, qui condamnent le Cameroun, ou les rapports qui nous attristent. Je pense plutôt qu'il faut le prendre dans le sens premier, les rapports qui accablent le Cameroun. Mais comme l'a dit votre reporter Ghislain Essono, on n'a pas besoin de rapports de Freedom House, de Transparency ou de Doing Business pour voir ce qu'on voit au Cameroun. Je veux dire que ce gouvernement, depuis des lustres, s'est spécialisé dans la violation flagrante des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Je prends un exemple très simple. Il y a 3 de vos confrères, Rodrigue Tongué, Baba Ouamé, voilà, qui ont été interpellés par la justice militaire, s'il vous plaît, des civils, pour répondre des faits de non-dénonciation. C'est-à-dire, en fait, ils auraient dû dénoncer un certain plan de déstabilisation du Cameroun aux autorités. Comme si les journalistes devenaient des agents de renseignement. Ce n'est pas leur métier. Ils sont là pour écrire, pour relayer des faits. Ce n'est pas leur métier de dénoncer. Donc ça, c'est un exemple. On peut citer pêle-mêle aussi les droits relatifs à l'enseignement supérieur. Sur l'IRIC, on a vu qu'une dame qui était 2e nationale a été écartée au sacro-saint nom du principe de l'équilibre régional pour mettre quelqu'un pour des raisons purement tribales. Donc autant d'éléments qui nous conduisent à penser qu'on n'a pas besoin de ces rapports-là. Ils ne viennent que confirmer de façon, sur le plan international, ce que nous disons depuis des années ici au Cameroun. Donc il est clair aujourd'hui que ce gouvernement est un gouvernement qui promeut non pas l'état de droit, mais l'état de république bananière. Marion Obama, le rapport de Freedom House indique qu'en 2015, le pays de Paul Biya faisait partie des 50 pays où les libertés politiques civiles n'étaient pas garanties. Est-ce que vous vivez la même réalité sur le terrain? La réalité, ça date bien avant 2015. Comme le disait Célestin, ces rapports viennent donner une onction à la réalité que les Camerounais vivent dans leur pays. C'est-à-dire que les libertés ont profondément reculé. On ne peut pas se réunir pour discuter. On ne peut pas avoir une association qui demande un droit de manifester qu'on le lui accorde et quelques heures après, on le lui retire. On ne peut pas manifester, on ne peut rien dire dans ce pays, on ne peut même pas exercer sa profession. Donc, il y a beaucoup de libertés qui ont reculé. Et nous le vivons au quotidien, nous le vivons à travers les réseaux sociaux, nous le vivons à travers les difficultés que les gens rencontrent dans les hôpitaux et meurent dans les hôpitaux. On le vit dans les établissements. Tout le monde aujourd'hui descend dans la rue. Tout le monde conteste, tout le monde demande, font des préavis de grève, d'autres, même les militaires sont descendus dans la rue. Moi, je veux dire, à côté de ces rapports-là, il y a 2 instituts internationaux qui font les classements sur la base de plusieurs critères. On a le Political Risk Atlas et puis on a le Global Peace Index qui s'asseyent tous les ans et analysent 197 pays, y compris le Cameroun. Et lorsqu'on voit comment est-ce que la guerre est rentrée dans le pays, comment est-ce qu'en 2 ans, on a augmenté le budget du ministère de la Défense de près de 35 milliards pour acheter des armes, on voit comment il y a des réfugiés, on voit comment l'activité économique
est presque étranglé, on se dit quand même que même si on est patriote, même si on aime bien le Cameroun, on est quand même obligé de constater qu'il y a beaucoup de difficultés au Cameroun au niveau des libertés. Jean-Baptiste Biya, et de là quand même à ce que le Cameroun soit classé pas loin de l'Irak, on se dit qu'il y a peut-être un bémol à émettre là-dessus. Ben, écoutez, Carole, j'ai la faiblesse de penser que... D'ailleurs, je ne peux pas être partisan d'un discours qui peut paraître hyperbolique. Il y a des choses qui ont été faites dans notre pays qu'il va falloir apprécier à sa juste valeur, même si on peut observer au quotidien qu'il y a un certain nombre de tares et avatars observés en ce qui concerne les libertés publiques notamment. Et lorsque nous parlons de cette question-là, il me souvient qu'avant d'entrer dans ce studio, j'ai été rattrapé par une information selon laquelle on a interdit du côté de Berthois une manifestation du MRC, parce que le MRC dû tenir un meeting politique de ce côté-là le 30, et c'est un sous-préfet qui a interdit. Et donc, on est allé, septembre dernier, d'interdiction en interdiction d'un certain nombre de manifestations publiques, et cela, ma foi, a complexifié l'idée selon laquelle le Cameroun est un pays pas totalement libre. Mais je voudrais toute proportion garder. Dire que, en ce qui concerne la liberté d'expression, bien que on puisse dire que la liberté d'expression n'est pas simplement le fait de brailler ou de parler, mais le fait de contenir ces libertés dans une certaine forme, parce que c'est Paul Biya qui le disait encore dans un de ses discours, on n'a pas besoin de prendre le maquis pour s'exprimer au Cameroun. La preuve en est que cette émission que nous produisons... Elle est en train de se tenir. Elle est tout à fait libre. Donc je voudrais conclure très rapidement en ce qui me concerne que si les libertés ont du mal à s'exprimer au Cameroun, notamment cet an dernier, il faut les situer également dans un contexte particulier. Vous savez, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, où un certain nombre de personnes pensent que M. Biya ne devrait plus se représenter, cela renforce l'idée selon laquelle il faut comprimer un certain nombre de personnes pour ne pas s'exprimer. Mon point de vue, il faut que ça change. D'accord. Voilà. Alain Djakouté, est-ce que ce contexte justifie justement un certain nombre de, peut-être on va appeler ça dérives de manière prudente, et qui sont relevés dans ce rapport de Freedom House? Certainement, Carole. Mais moi, à la fois, je suis d'accord avec le tableau que brosse Marion. À la fois, j'ai une lecture qui va essayer d'aller un peu plus loin du point de vue géostratégique, parce que c'est des rapports qui viennent toujours de l'extérieur. On subit, on en parle. On en parle parce que les gens, les Américains, des ONG sont restés dans certains pays pour nous dire le Cameroun est ci, le Cameroun est ça. On le vit tous les jours. Tous ces problèmes, toutes les limites à la liberté d'expression, les droits de l'homme, la surpopulation carcérale, ça date pas de ce rapport, c'est des choses qu'on connaît. Moi, je dis, allons un peu plus loin dans le discours qui est donné. Géostratégiquement, il faut comprendre qu'on est dans la domination des peuples. Les gens veulent à tout prix vous montrer que vous n'êtes rien, et on tombe très facilement dans ce piège. Alors que si, localement, on avait pris les devants pour anticiper certaines choses sur la liberté d'expression, on parlait des meetings qui sont interdits, de pouvoir encadrer, de laisser les gens s'exprimer, si on construisait un peu plus de prisons, on humanisait un peu plus les prisons, on ne serait plus à réagir chaque fois que Transparency, Freedom House, le département d'État américain nous disent ce qu'il y a à faire dans notre pays. Donc je dis, à la fois, il faut regarder cela avec beaucoup de précision, mais nous avons le rôle des problèmes qu'il faut régler et pas attendre qu'on nous le rappelle chaque fois. Jacques Bima, la responsabilité des acteurs du système politique là-dedans, c'est laquelle? Non, Carole, c'est que je vais dire. Je parle d'abord en tant que militant de RDPC, mais aussi en tant que patriote. Oui. À un certain moment, l'opposition politique était devenue les journalistes. On a voulu monter les journalistes. Certains journalistes peut-être. Certains journalistes. Le chef de l'État a libéralisé ce secteur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout vécu. Je vais dire par là, on ne peut pas avoir deux démocraties sans démocrates. On a évolué sur ce plan des médias. Aujourd'hui, on me parlait de la carte de presse parce qu'on s'est rendu compte que n'importe qui est devenu journaliste et ça allait dans tous les sens. Oui. C'était dangereux pour notre pays, pour notre jeune démocratie. Aujourd'hui, j'ai l'impression
que certains lobbies, vous savez, dans le monde, il y a des intérêts. Il y a des intérêts cachés. Certains lobbies aujourd'hui, à travers des ONG, on veut démontrer qu'au Cameroun, rien ne va. Mais je peux dire ceci. Au Cameroun, il y a une volonté politique très forte pour que les choses avancent. Mais les choses ne peuvent pas avancer si notre opposition ne peut pas s'organiser. Si elle ne peut pas apporter des solutions, proposer des solutions concrètes pour convaincre le peuple camerounais. Certains qui se rendent compte que l'alternance n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, par des choses comme ça. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a ces libertés publiques? Nous devons faire attention aujourd'hui. Si certains compatriotes s'organisent et qu'il y a des vandales qui vont casser, on va accuser le régime. Donc, je vais dire ceci, on ne peut pas garantir des libertés publiques si les Camerounais, si nous tous, surtout les responsables politiques, si nous ne prenons pas nos responsabilités. Parce que ça, c'est le danger. D'accord. Alors, Célestin Djamène, le rapport de Reporters sans frontières note quand même qu'en matière de liberté de la presse, nous avons gagné cette place. Ce n'est pas rien, non? Bah écoutez, avant de répondre à cette question, je vais faire un petit point d'arrêt sur ce qu'a dit tout à l'heure Alain, quand il dit que les rapports viennent de l'extérieur. Les rapports sont peut-être signés par les ONG internationales, mais encore une fois, ce sont des rapports, des constats que nous faisons ici. Quand la CNDHL, la Commission nationale des libertés et des droits et des libertés, organisme créé par le gouvernement, dénonce certains éléments de l'armée camerounaise, reprenant en ceci un rapport d'une ONG camerounaise basée au Cameroun, le REDAC, donc qui a fait du travail sur le terrain. Et même, ils ont circonscrit à un homme, le colonel Nzé, qui s'est livré à des exécutions extrajudiciaires, à des arrestations arbitraires. Ça, c'est des faits qu'on voit. Moi, j'étais à Mao en 2015, en mars. J'ai vu, je ne vais pas le citer ici, un avocat qui s'occupe de ces affaires-là, qui va tout le temps entre Marois et Mora, et qui a constaté les mêmes faits. C'est-à-dire des enfants qui sont ramassés sur le marché, qui sont suspectés simplement de connivence avec Boko Haram, ils sont purement et simplement exécutés. Bien sûr, l'armée camerounaise est une armée vaillante et patriote. Ce n'est pas à remettre en cause. Mais cependant, dans cette armée, il y a des brebis galeuses qu'il faut dénoncer pour éviter justement que ces rapports viennent donner la leçon aux Camerounais. Par ailleurs, quand on dit que, avant d'arriver à votre question, que l'opposition, c'était des journalistes, mais alors, au Cameroun, comment peut-on ne pas être opposant quand on voit ce qu'on voit? On n'a pas besoin d'une carte de parti politique pour s'opposer à un régime pourri et qui détruit les libertés fondamentales. C'est une évidence. Et par ailleurs, quand on dit qu'il n'y a pas de volonté politique, il y a une volonté politique que les choses avancent. Non, M. Bimay, il y a une volonté politique de destruction. Quand on voit ce qu'on voit dans les hôpitaux, quand on voit ce qu'on voit au niveau de l'eau potable, des délestages, au niveau de nos prisons, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté politique d'améliorer les choses. Bien au contraire. Quand on voit un président de la République qui passe 2 mois à l'étranger... On parle de liberté publique, hein. On parle de liberté publique, là, ce n'est plus la même chose. Mais ça impacte sur, effectivement, parce que les droits économiques font partie des droits de l'homme, quand même. Ça impacte sur, effectivement, l'amélioration des données économiques au Cameroun. Bon, maintenant, l'opposition, on n'a pas de leçon à recevoir du RDPC. L'opposition s'organise, ça, c'est nous, nous organisons. On n'a pas besoin du RDPC pour le savoir. Alors, arrangez-vous d'abord avec votre système de l'État parti RDPC. Monsieur Bimay, vous répondra tout à l'heure. Je voudrais que vous précisez sur la question du classement du Cameroun dans le Alors, maintenant, sur la presse, oui. Très franchement, on va dire que toute la liberté, le peu de liberté qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux journalistes. On me dit que M. Biya a créé la liberté d'expression, la démocratie. Non, c'est au nom de haute lutte qui a été fournie par les journalistes camerounais dans les années 90. Il faut rendre ici hommage à tes confrères, Carole. Parce que le peu de liberté, si on s'exprime aujourd'hui sur ces plateaux, c'est grâce aux journalistes. Ce n'est pas grâce à M. Biya. Donc maintenant qu'on nous classe avec 7 points d'évolution, ça, à mon avis, c'est globalement quelque chose de très intermittent, de très circonstanciel. Merci Célestin Djamène. Marion, le SNJC est un syndicat qui est très actif dans le champ médiatique. Qu'est-ce qui a avancé sur le plan de l'expression de la liberté de la presse pour qu'on se retrouve avec cette place de gagner dans ce classement? Alors, je voudrais dire, en parcourant ce rapport, qu'il y a un élément fondamental qui a permis à ce que nous progressions. Je vais pas reprendre le discours du président qui parle de la génération Android. Oui, la génération Android a travaillé. C'est-à-dire, aujourd'hui,
si on peut opérer des saisies sur la presse écrite telle que nous la connaissons sur le plan traditionnel, il va être concrètement difficile, voire pratiquement impossible de contrôler les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, dès que vous avez un smartphone, vous pouvez faire une photo, vous pouvez vous connecter à Facebook, vous devenez absolument comment on dit ça, un outil important dans la transmission de l'information. Aujourd'hui, les journaux traditionnellement, comme on l'a connu, sont presque dépassés. Donc c'est le boom des réseaux sociaux qui a fait en sorte que... Chaque journaliste a son blog et chaque Camerounais qui a envie de s'exprimer sur cette plateforme ou sur cette plateforme-là également le fait. Ça, c'est un élément important. Parce que avant, les saisies s'opéraient et il y avait des arrestations arbitraires. Maintenant, il y a également le travail des syndicats qui sensibilisent les journalistes, qui récemment ont fait des élections pour la première fois au Cameroun. Le SNJC a travaillé pour que dans plusieurs rédactions privées et publiques, l'on puisse avoir des élections du délégué du personnel, ce qui n'existait pas, où le patron avec tout le pouvoir de vie ou de mort sur le travail, je dis parce que ce n'est pas un dieu, mais de vie ou de mort sur votre carrière professionnelle dans son entreprise, au point où aucun journaliste ne pouvait vraiment exprimer son nom ou bien pouvoir développer certains trucs par rapport à l'existant. Donc, merci beaucoup. Dire que ces deux éléments sont importants pour la progression. Je voudrais que vous réagissiez. Oui, non, pas du tout. Moi, je respecte les points de vue des autres, même si je ne partage pas entièrement ce que certains peuvent dire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le mot liberté est un mot tout à fait ronflant. Et à la fin, il ne signifie absolument rien, puisque étant entendu que la liberté de l'un commence là où finit celle de l'autre. Et vous le savez très bien, ce n'est pas à vous que je l'apprends. Donc, le phénomène des libertés, de manière générale, j'allais dire, est encadré par des textes en vigueur, par des lois en vigueur. Donc je pense que c'est le respect également des textes en vigueur qui fait à ce que cela puisse... Moi, je dis que je partage les points de vue des uns et des autres. Bien compris, oui. Lorsque vous parlez des phénomènes de santé, Célestin parlait, on peut l'aimer ou on ne peut pas l'aimer. Il a son ton, il a sa façon de dire les choses, mais je crois qu'il a quelque chose qu'il faut pouvoir accepter un tout petit peu l'ambiance dans nos hôpitaux, si je puis m'exprimer ainsi de manière prosaïque. Vous voyez à peu près comment les gens vivent au quotidien. Donc, je pense que cela contribue également à accentuer dans l'imagerie populaire et notamment dans le subconscient des Camerounais le fait qu'il n'y a peut-être pas de liberté au Cameroun, mais toute proportion gardée. Je ne rentrerai pas dans le débat entre deux politiques sur ce plateau, parce qu'à la vérité, moi je ne suis pas un politicien, je suis un observateur averti, Célestin et Jacques. Mais je voudrais, toute proportion gardée, dire que l'intérêt de ce pays réside à son avenir, parce que, à mon sens, les hommes passent, mais le Cameroun reste. Parce que si vous focalisez votre attention sur un individu, mais le Cameroun doit survivre après ça. Alain, tu as coûté sur la même question de l'avancée des libertés. On a gagné cette place, vous aviez un mot à dire là-dessus. Alors moi, je suis plutôt perplexe, parce que moi, ma notion de liberté, elle va plus loin que juste parler. Parce qu'en même temps, on a donné la liberté au Camerounais, aux journalistes, aux médias de parler. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas très régulier sur les plateaux. Ça va être bien géré. Il y a des brebis galeuses. Quand on nous dit dans notre administration... C'est le concert social. On a vu à Bouya, il n'y a pas très longtemps que cela, lors du cinquantenaire de l'indépendance, je crois, on attendait qu'on puisse nous parler des héros nationaux, ceux qui ont été les pionniers de l'indépendance camerounaise, c'est-à-dire que Aïdjo, Oumniobé, Ouandie, etc. Les UPCistes de gloire, comme on dit souvent. Mais, curieusement, on nous a présenté les grands portraits de Chantal Biya, qui n'a jamais été l'élu des Camerounais, son mari encore moins, mais en tout cas, ce qui est clair, entre guillemets, si vous voulez. Élu quand même. Bon, oui, élu quand même. Merci pour la précision. Mais c'est pour dire que, élu. Voilà, par exemple, l'organisation subliminale du culte de la personnalité. Comment voulez-vous qu'on parle d'institutions fortes si un homme veut se faire montrer, veut se faire présenter comme un homme indispensable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'application des textes. Sommes-nous un État de droit ou un État, une république bananière? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque fois qu'on fait des rapports des ONG internationaux, on nous dit, on trouve des boucs émissaires. C'est comme à l'époque, on nous disait que le retard de l'Afrique était dû à l'esclavage et à la colonisation. Hein? Vous savez, pendant l'esclavage, les négriers esclavagistes, ils restaient sur la côte. Ils attendaient paisiblement
que les chefs noirs aillent leur ramener la marchandise, c'est-à-dire leurs propres frères noirs. Donc ça veut demander que est-ce que l'esclavage aurait été possible sans la complicité de nos propres frères? Je voudrais qu'aujourd'hui, Jacques Bimaï, que vous ne soyez pas le maïmatique du peuple. Il faut que vous soyez du côté du peuple. Je ne vous reproche pas le droit d'être RDPC, mais vous êtes du mauvais côté. Ça, c'est mon opinion la plus profonde. Je pense qu'aujourd'hui, cet homme qui est M. Paul Biya a organisé au Cameroun une espèce de culte de la personnalité qui fait que ce qui prévaut, c'est sa personne. Ce n'est pas les institutions. Si après 33 ans, on n'a pas pu travailler, former un successeur, c'est extrêmement grave. Monsieur Biya passe son temps à financer les appels du peuple, les appels à candidature, avec l'argent de nos impôts, encore une fois. Donc ça, c'est ça qui est inadmissible. Je voulais terminer en disant que... J'espère que vous avez la preuve de tout ce que vous dites. Hein, ben, écoutez, dans le financement, moi j'assume en tout cas tous mes propos et j'irai même encore plus loin que M. Hervé Emmanuel Combe qui a eu la sincérité, l'honnêteté, c'est un homme honnête et digne de dire que M. Biya c'est l'incarnation de l'incapacité à gouverner. Mais M. Biya c'est même pire que ça. C'est l'incarnation de la destruction du Cameroun. Le problème au Cameroun. Parce que nous avons un régime. Au Cameroun, Carole, je finis en ces termes-là. Nous avons un régime au Cameroun, un régime présidentialiste dont tout est concentré au niveau d'un seul homme. Or, il faut privilégier la force des institutions. Merci Célestin Jamin. Célestin, tu as cité comme tout à l'heure, c'est quand il était opposant. Il a évolué, il a compris la vérité. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je souhaite aussi que tu le comprennes. Ce que je voudrais aussi dire, je parle de la révision de la Constitution. Bien sûr. Les Célestins sont quand même d'accord que le président de la République est le garant de la Constitution. Donc il peut convoquer le peuple ou bien le Parlement pour voir pour revoir certains articles, n'est-ce pas? Bon, ce que je voudrais quand même ici, il faudrait qu'on essaie d'avancer, Célestin. J'ai dit, laissons tous ces problèmes, tout ce qu'il y a là. Moi, je pense qu'on a besoin des institutions fortes. Et nous, on peut s'en aller. D'abord, le mot là-bas, maintenant, institution forte, Carole. Oui. Institution forte même, c'est quoi? Normalement, en français, ça n'existe pas. Mais acceptons que, quand Barak nous parlait de ça, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Moi, j'ai pensé que ce pays, il faut un homme fort ou des hommes forts pour nous mettre des institutions fortes en place. D'accord. Nous avons aujourd'hui un pays avec 75% de jeunes. Il faut quand même que nous puissions avancer. Nous avons besoin de la limitation des mandats. Nous avons besoin, nous avons besoin aujourd'hui d'une vice-présidence pour éviter. Parce que je dis, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc on doit modifier la Constitution. Plus on va avancer vers 2018, plus le risque politique du Cameroun dans le marché international sera élevé. Nous ne serons pas capables de lever des fonds pour les problèmes qu'on doit résoudre, des problèmes sociaux. Donc je pense que quand on fait de la politique, il faut expliquer des choses aux Camerounais. Pour terminer la J'ai par exemple des choses aujourd'hui. Je comprends, vous savez, j'ai besoin que cette opposition-là puisse avoir un statut dans notre pays. D'accord. C'est pour cela qu'il faut revoir le problème de la Constitution. On a parlé des jeunes. Si les jeunes à 18 ans peuvent aussi avoir la chance de voter, je crois que dans un pays où il y a plus de 75% de jeunes, c'est un moyen pour permettre à tout le monde de participer à la gestion publique. Et puis je dis ceci aussi, il y a d'autres sujets qui moi m'intéressent au fait. Il faut qu'on en discute, c'est un débat. Là, ce n'est pas le RDPC qui parle, je parle en tant que Camerounais, la double nationalité. Les pays comme l'Inde, la Corée du Sud, sont là aujourd'hui grâce à leur diaspora. Il est question aujourd'hui qu'on règle le problème de nos Camerounais qui ont la double nationalité parce que notre pays a besoin d'eux pour son développement. Donc tout ça, on aurait pu revoir dans la Constitution. Il y a donc beaucoup de sujets. J'ai dit, mais tout ceci... pour terminer. Oui, mais pour terminer. Mais tout ceci doit se parler dans un cadre de dialogue inclusif, de consultation. Moi, je pense que le chef de l'État devait discuter avec les partis de l'opposition, la société civile et tout le monde pour essayer de voir là où nous devons aller. Cessons de croire que c'est avec la rue Balais sur l'Ouest 1, il faut avec, comme ma soeur Kabalaï, on va prendre le coup de la révolution, la période des révolutions, la période des révolutions. C'est quoi la D'accord, merci à vous, merci. Alors, Jean-Baptiste, sur cette question, on va sortir de là. Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? Je vais vous permettre de commenter ces propos de Joseph Vincent Tounaï-Boudé, directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2, dans les colonnes de Cameroun Tribune
sûr que ces rapports sur les droits de l'homme peuvent tout simplement couvrir les intérêts commerciaux entre puissances combattant le marché camerounais. Vous y croyez? Écoutez, je ne peux pas commenter le commentaire de cette immense Mais vous y croyez, universitaire. vous? Oui. Mais moi, je crois également qu'il pourrait avoir éventuellement un agenda caché. D'accord. Notamment au niveau de l'Occident. On a parlé des libertés aujourd'hui. J'ai eu le privilège de faire beaucoup de pays, et notamment en Afrique. Allez-y au Maroc. Comparaison n'est pas raison. Vous me direz que le Maroc, c'est un royaume. Parlez de tout au Maroc, sauf du roi. Même dans la presse. Ça, c'est évident. Donc, je vous ai dit que... Comme jamais ira dormir tranquillement chez lui. Tout voilà, donc, je vous ai dit que... Donc on est dans un pays de liberté, c'est ça? Non, je vous ai dit que comparaison n'est pas raison. Pourtant, il pullule également de la presse là-bas. Il y a un foisonnement énorme de la presse de ce côté. Mais parler de tout, sauf du roi. Mais j'ai dit tout à l'heure que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer la monarchie à une république qui est le Cameroun. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des problèmes partout. Et même dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on fait l'expérience d'un nombre des pays dits de très grande démocratie. D'ailleurs, je fais une digression rapidement en disant que dans l'envolée tout à l'heure de Célestin, il a voulu mêler la première dame dans cette affaire. Non, il faut laisser cette dame tranquille. Parce qu'à la vérité, celui que les Camerounais ont élu, c'est le président Biya. Demandez-lui les comptes. Parce qu'à la vérité, parce qu'à la vérité, il faut éviter pour les politiques, à mon sens, de mêler nos épouses et nos enfants dans nos problèmes politiques. Si j'étais un politique, merci. Moi, je dis, la sortie, me semble-t-il, modestement par là et humblement, je le dis, c'est que nous devons organiser des élections crédibles et transparentes. Agissons de manière à ce que ce pays-là puisse organiser cette élection-là et avec l'appui des autres. C'est-à-dire que les opposants, les acteurs de la société civile, pour que effectivement nous puissions donner de l'espoir à ceux que je l'ai dit entrée. Les hommes passent, mais la République doit rester debout. D'accord, merci. Marion Obama, je vais vous permettre également de terminer sur cette question de ces rapports. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que on se porte mieux dans ces classements? Et est-ce que c'est important de se porter mieux dans ces classements? C'est important de se placer mieux parce que la vérité, c'est qu'on ne vit pas en autarcie. Le Cameroun n'est pas un pays... Dans un vase clos. Nous appartenons à un espace, on appartient à une géographie, on a des relations avec des pays voisins, voilà. D'ailleurs, pour compléter, le messager dit que le rapport de Freedom House, par exemple, est le plus lu et le plus cité des décideurs, des universitaires et des journalistes dans le monde, et c'est donc l'une des sources les plus consultées pour ce qui est de l'état des droits civils dans le monde. Voilà, donc on ne peut pas fonctionner comme si le Cameroun, c'est le Cameroun et le reste, on n'existe pas. On a obligation de s'améliorer pour que les investisseurs que nous voulons, pour que notre situation, nos libertés, tout ça progresse ensemble, pour que nous ne soyons pas juste un pays, donc à chaque fois qu'il y a une actualité, depuis pratiquement 2 ans, que ce soit toujours une actualité négative. Maintenant, ce que je voudrais dire globalement, c'est que à l'observation, pour certains, c'est un jeu politique pour l'élection, mais je voudrais également dire que avec beaucoup de recul, ça peut également être interprété comme des soubresauts ou des signes d'un fin de règne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à voir Mobutu, le roi du Zaïre. Parce que c'est quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, ça bouge. Bon, Monsieur Bimaï, sauf si je vous ai interrompu lorsque vous parlez, est-ce que il me reste 10 secondes. Voilà, Marion, il me reste 10 secondes, s'il vous plaît. Il y a élection. Alain, tu as écouté d'abord. Il y a des gentlemen qui veulent plus que je parle. Non, pas du tout. Bien sûr. Il faut citer. Il y a élection. Il y a élection en Guinée équatoriale. Ça a été compris, s'il vous plaît. Alors, comment on fait que le président remette un certain nombre de choses en cause, ok? Et qu'ils permettent à ceux qui veulent travailler. Parce que les rapports remontent. Et on ne peut pas dire que dans un pays comme le nôtre, il n'est pas informé de ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe, mais est-ce qu'il a la volonté de changer pour que les Camerounais... Il y a des années où ils étaient toujours numéro 1 partout. C'était un exemple. Mais aujourd'hui, quel est le secteur au Cameroun et à l'international où on peut citer un Camerounais? Donc c'est M. Biya qui doit taper du poing sur la table? Non seulement qu'il doit taper du poing sur la table, mais c'est qu'il doit revoir son gouvernement et les hommes qui y travaillent. Parce qu'il ne peut pas travailler seul. Il donne des ordres, mais il y a des gens qui sont censés le faire et appliquer. Mais ils ne le font pas. On a vu toutes les catastrophes qui sont dans la presse et les gens qui se prennent les pieds dans le tapis pour parler de la santé au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il faut encore là?
Alain Tchakouté, sur la même question pour Alors, terminer. il y a tellement de passion autour de la question. Mais Ah oui. Sinon, on n'est pas guerre. camerounais. Mais Hein. en fait, vous voyez, notre président a mis 34 ans au pouvoir. Moi, vraiment, quand je regarde ça, je dis, waouh, quand même. Comment il a fait? Dieu Monsieur pour Ndiamé. pouvoir qui Le peut, hein. reste Qui pour veut, avoir pardon. qui peut. Quand je Mais qui quand veut. ouais. Il avait je regarde déclaré ça, ça je me dis, face à un président ça veut français, dire que ne le l'oubliez peuple pas. camerounais l'a voulu aussi, Ben, quand bien même, sûr, quelque bien part. sûr, oui. Et ça m'amène à un autre commentaire de dire, oui, le président doit prendre ses responsabilités, il doit faire changer les choses, mais c'est nous-mêmes aussi qui devons changer, madame Yemolon. Oui. Parce que ce pouvoir s'est éternisé, si vous voulez, par plusieurs choses. On voit bien que la corruption a continué, le tribalisme, ça continue, l'individualisme que le président a relevé, ça continue, le népotisme, la négation même de notre histoire. Bah, ce n'est pas que le président qui le veut. Donc C'est je dis, nous-mêmes. il faudrait... Moi, je suis quelqu'un d'assez progressiste, je veux que les choses changent, mais en même temps, il faudrait que les Camerounais même se regardent dans la glace. Est-ce que la solidarité dont on parle dans ce pays est vraiment, du point de vue africain, est-ce que c'est ce qui se qu'elle est passe? encore courte? Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes contribué à pérenniser ce système? Est-ce que nous n'avons pas, d'une certaine manière, donné le fouet pour se faire fouetter? Donc je dis, il faut que les politiques, surtout, parce que je vois qu'ils sont très très actifs dans l'activisme, dans voilà, La mobilisation. mais il me semble qu'il y a une entité qui est souvent oubliée, c'est le peuple. Et c'est pas le peuple pour aller toujours marcher, mais c'est le peuple pour entrer aller dans voter. Pour aller voter. Dans les consciences. Pour aller consciences, voter. pour aller voter, dans qu'on a l'attitude de solidarité, l'attitude de respect de la chose S'il vous publique. plaît. Je vous assure, Madame Yemelon, il y a faut beaucoup de terminer. jeunes aujourd'hui qui se disent, quand ils arrivent à un poste, c'est le moment pour la famille de manger, c'est le moment pour le village. Et ce n'est pas M. Mais ce Biya n'est qui pas fait M. ça. Biya qui l'a dit. Exactement. Je veux dire, il faut que les Camerounais eux-mêmes commencent à comprendre que un monsieur qui a mis 34 ans au pouvoir, c'est pas parce qu'il est trop fort, c'est pas un extraterrestre. Il y a parce quand qu'on a même que voulu, parce que le nous peuple a voulu avons qu'il soit là. contribué à ce que Je vais permettre à Jacques Bimaï de terminer. Pour dire que permettant tout à de l'heure, aussi. Marion a dit une phrase, une expression dont je me délecte, la liberté comprimée. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce qu'en vérité, par contre, Paul Biya ne doit pas frapper du poing sur la table. Il doit simplement se retirer. Parce qu'à 80 ans, il doit faire comme Obiang Nguema qui annonce déjà en 2000... Que c'est son dernier mandat. Et après Ah son ben, départ, il est en train de monsieur se Gabet. faire beaucoup moins âgé. Il est Quand beaucoup il moins part- âgé. quand il partira, Oh, que il est ferons-nous? beaucoup moins âgé. Non, il est Et en par train de contre, se faire Alain élire, s'interroge. La ruine Comment- va être- les ruines Alain sont s'interroge. Mais comment fait-il pour mettre 34 ans pour pouvoir? Parce qu'il ne travaille pas. C'est simple. Alors maintenant, Alain, c'est le seul qui a la même Nous-mêmes, nous avons écoutez Jacques Bimaï. Jacques Bimaï. Aidez, je cite Jacques Bimaï. On a besoin de la limitation des mandats. 1. 2. À 18 ans, il faut voter. 3. La double nationalité. Mais que fait-il au RDPC? Bien résiste à tout ça. Il ne veut ni du vote à 18 ans. Il a fait sauter la limitation des mandats. Vous le savez, en 2008, il a mis beaucoup d'argent pour ça. Et enfin, il ne veut pas de la double nationalité. Voilà votre président champion du RDPC. Mais que faites-vous au RDPC, monsieur Jacques Bimaï? Il faut bien qu'on se voudrais comprenne. que tu le confirmes. Il faut bien qu'on se comprenne. Pour la question avec Alain Tchakouté, Il faut oui. bien qu'on se Aussi. comprenne. Je Précision. suis d'accord que, effectivement, le président a sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et Mais- vraiment, c'est le leader. C'est normal que lui soit le premier à répondre de la situation dans laquelle nous sommes. Mais- je veux dire aussi que les Camerounais cessent de Nous pleurnicher. sommes complices. Cessez Ils de sont pleurnicher parce que responsables on de va cela. s'élever Jacques Bimaï, spirituellement, terminez sur on la aura un vrai question, je vous en président. prie. Je Bon. vous permets de... Célestin, En 30 secondes. hein. dans Vraiment, des on va passer à grandes autre chose. démocraties, je te prends par exemple le Parti socialiste en France. Voilà. Le monde n'a pas la pensée de Hollande, c'est le président. Mais comprends que même quand je dis quelque chose ici, je suis dans le cadre d'un parti, ça se discute là-bas. Et mes pensées ne sont pas toujours supposées passer. Ce que je voudrais, c'est que nous, les hommes politiques, nous devons assumer. Ce que je dis ici, ce n'est pas la position du RDPC, Et c'est la j'apprécie position beaucoup. de Jacques Bimaï en tant que politique. Bravo. D'accord? Et je dois me battre au sein de mon parti, Pour faire passer dans le ces cadre positions. de la Absolument. discipline, Je tiens en courage. dans un cadre de discipline pour que les choses avancent. Je D'accord? t'encourage. Tout ce que je dis, d'ailleurs, tout ce que je dis, c'est valable. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ce pays. Les partis politiques ont capitulé. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de débat. La société civile, c'est la même chose. On est toujours en train de bavarder. Les intellectuels. Au fait, c'est le problème du Cameroun. Moi, je pense que nous, Camerounais, au lieu de penser aujourd'hui que la solution simple, c'est descendre dans la rue, les gens vont marcher, les ONG vont écrire, puis elle va partir, puis à Moscou. Je pense que nous avons la chance aujourd'hui. Nous avons un homme pétri d'expérience, de sagesse, qui à la fin
presque à la fin. Là, tu de gâtes parcours. tout, là. Non, je ne gagne pas. Il va nous aider. Bien Il commencé, va- mais non, non, laisse-moi terminer. Qui doit nous aider, qui doit nous léguer un Cameroun assez fort. Je pense que saisissons cette chance. À 83 ans. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un Cameroun fort demain? Voilà la question. Et ça, ce n'est pas le RDPC seul qui va répondre à cette question. C'est une question pour tout le monde. Et surtout, comment nous devons le faire? Vous savez, parfois, on peut avoir un problème. On a peut-être la bonne solution, mais on s'en prend mal, on échoue. D'accord. Tu es quand même d'accord avec moi? C'est noté. Merci Jacques Bima. Alors je vais permettre que si la réalisation est prête, on va regarder quelques images de Papa Wemba qu'on a annoncé en début de cette émission. Donc ils étaient en lieu et place du reportage de la semaine. C'est un homme que nous avons souvent regardé en concert, même ici au Cameroun. Je commence par vous, Célestin Jamène, rapidement. C'était une très grande voix d'Afrique. Oui. C'était une personnalité au-delà dessus, une personnalité africaine. Oui. Et si cette triste nouvelle est avérée, c'est une perte immense pour l'Afrique parce qu'en vérité, Papa Wemba était l'un des Congolais les plus internationalistes qui fut, n'est-ce pas, au niveau de la culture africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit, si sa mort est avérée, lui rendre un véritable hommage. Tout le monde adore sa voix d'or. Franchement, c'est une grande perte. Jacques Bimaï, c'est un gars qui meurt, enfin je veux dire, qui tombe en plein exercice de ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire chanter. Chanter, oui. Voilà. Non, je pense qu'il a joué son rôle. On a besoin des artistes pour aussi le développement de nos pays, de notre continent. Je crois qu'il a su jouer ses rôles, il a fait passer des messages. Il s'en va, je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas mort. Parce que ses idées, sa pensée vont demeurer quand même. Donc c'était un grand Africain et c'est une grande perte pour nous. Jean-Baptiste Biaye. Mais quelle image! J'aurais pu dire ainsi, Voilà, lorsque oui, on revoit cette image de Papa Wemba tomber sur scène, je me rappelle immédiatement de l'image de notre compatriote Marc-Vivien Fouet, qui est également tombé sur un stade de football et qui est parti pour de bon. Donc, les grands hommes, me semble-t-il, je ne sais pas s'ils finissent de cette manière, mais on a la faiblesse de penser que c'est à la postérité qu'on doit léguer ce genre d'image. Parce qu'à la vérité, voilà quelqu'un qui a été jusqu'au boutiste, qui aimait son métier, qui était, j'allais dire, une icône de la musique et de la chanson africaine. Mais sur scène, vous voyez l'image, quelle image! Une grosse perte. Enfin, je suis assez émue parce que c'est un de mes artistes préférés. Et j'ai eu à travailler avec lui au Cameroun 2 fois dans le cadre de ses concerts ici. Et c'est quelqu'un qui avait une grande joie de vivre et qui était très spirituel aussi et qui savait prendre soin des gens. Donc, et il nous racontait la petite anecdote que le papa, c'est pas son nom, mais c'est parce que très tôt, il a commencé à s'occuper des plus jeunes que lui, de tracer pratiquement l'avenir de ses danseurs, de ses choristes, de ses musiciens, en leur imposant une certaine discipline et une vision de vie, au point où le petit nom de papa s'est imposé pratiquement à lui. Et je dois également dire que c'est quelqu'un qui était extrêmement passionné, qui aimait ce qu'il faisait, même lorsqu'il a eu des problèmes de démêler injustice. Et c'est au plus profond de cette expérience-là qu'il a fait, c'est un de ses plus beaux textes lorsqu'il est revenu. Et il a même mis une chorale sur pied pendant qu'il était en prison. Donc c'est une grosse perte. Parce que c'était un artiste qui était comme un phénix. Il se renouvelait et il a fait plusieurs featuring, d'ailleurs récemment, avec des jeunes, que ce soit des rappeurs, comme pour passer la main. Voilà, pour passer la main et tout. Donc vraiment c'est une grosse perte. Alain Chakounté, en quelques secondes aussi. Je crois que là, si c'est confirmé, je suis sur le choc aussi. Papa, représenter un peu l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique vraiment comme on l'aime, comme on l'apprécie, en toute élégance, parce que c'était aussi un ambassadeur de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. On parle de jeunesse, effectivement, il a toujours voulu être dans cette ambiance jeune, et il a fait des incursions dans le hip-hop, dans le rap, et aujourd'hui, de perdre une personnalité comme celle-là, je suis
comme tout Africain, choqué et voilà, que son âme repose en paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, notamment. Le temps pour nous de se demander qu'est-ce qui se passe à Camerco. L'entreprise est encore présentée comme dans la zone de turbulence, alors qu'elle a soufflé sur sa 5e bougie le 28 mars dernier et a reçu 2 certifications quelques jours plus tard, signant ainsi son retour dans le réseau mondial des compagnies avec sa certification IOSA. On parle par exemple, je commence par vous, Jean-Baptiste Biaé, d'un appareil qui est allé en revision en routine en décembre pour 1 mois et qui jusqu'ici n'est pas arrivé. Et du coup, les passagers se sentent un peu tout seuls. Le JA n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe à Camerco? Ben, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique, mais toute proportion gardée, compte tenu des informations que nous avons lues également dans la presse. Et quand on est un Camerounais, j'allais dire citoyen et honnête, on doit comprendre, en guise de prologue, c'est ce que je voudrais dire, on doit comprendre que Camerco a des problèmes. Camerco a des problèmes au-delà de sa flotte qui était de 5 avions, 2 MA60, un 737, un 767, l'OJA, vous l'avez dit tout à l'heure. On se rend bien compte à l'évidence que non seulement ces avions-là ne sont pas tous opérationnels, mais il y a des tas et des tas d'autres problèmes qui s'accumulent. Les retards, je ne sais pas moi, un tas de choses. Vous avez dit l'OJA aujourd'hui en révision, mais on annonce, si je m'en tiens aux dernières informations collectées dans les journaux cette semaine, le directeur général est allé en Éthiopie et que la pièce qui changeait va y revenir. Mais ce qu'il y a lieu de dire globalement, c'est que ce n'est pas une panacée que de dire que Camerco a des problèmes. Mais il y a des plans de restructuration de cette entreprise que le gouvernement devait mettre en place, que le gouvernement tarde Mario, on parle d'une situation financière de la compagnie qui ne serait pas réluisante. Camerco sera endetté, selon la presse, de 35 milliards de francs CFA, dont des actionnaires qui sont bloquants, donc ils peuvent tout le temps venir dire « écoutez, arrêtez, on ne vole plus ». Camerco, c'est vraiment une grosse déception. Parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir lorsque tout ça a été restructuré. Van Elk est passé, un autre aujourd'hui c'est M. Nana. Et ce qui est sûr, c'est que Camerco est endetté de 35 milliards. Il a pu lever des fonds, je crois, avec EcoBank à hauteur de 30 milliards. Avec l'aval de l'État du Cameroun. Ça ne suffit même pas déjà à combler la dette. Donc, alors, une entreprise qui n'a pas d'avion, parce que les MA60, c'est pas rentable, ça ne fait pas de grosses lignes, ça fait l'intérieur. J'apprends que le président a passé la commande de 14 avions à Boeing. C'est une très bonne chose. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous être livrés effectivement. Peut-être que ça va permettre que cette compagnie commence à prendre son envol et soit vraiment appelée compagnie. Vous ne pouvez pas être une Camerco, l'étoile du Cameroun comme positionnement, et vous ne brillez pas, ni par la qualité du service, ni par le respect des horaires et des voyageurs, encore moins avec un effectif pléthorique. Vous avez à peu près 700 personnes pour 2 MA et un avion. On ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment s'arrêter, faire un point sérieux et voir dans quelle mesure on peut recapitaliser si on tient absolument à ce que Camerco devienne une compagnie viable. D'accord. Célestin Djamène, dans le quotidien de l'économie, le directeur général de Camerco affirme cette semaine et regrette que c'est quand même dommage qu'au moment où les choses positives se passent au sein de l'entreprise, que certains en soient à colporter des mauvaises nouvelles, un acte qui évidemment a pour but de ternir l'image de la compagnie. Est-ce que Camerco a un souci d'image et de communication aujourd'hui? Bien sûr, le Camerco a un souci d'image, évidemment. Une flotte doit briller par la confiance que les passagers ont en elle, ce qui n'est pas le cas. Si le président directeur général de Camerco parle de colportage, que ce qu'il colporte en assume la responsabilité. Mais je pense qu'on voit ce qu'on voit. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'étoile du Cameroun, qui a tendance à devenir l'astre mort du Cameroun, puisse être, n'est-ce pas, une compagnie viable. D'abord parce que l'État n'arrête pas de subventionner cette compagnie. Camerco, qui a été lancé en 2011, et aujourd'hui à quasiment 52 milliards de francs CFA de pertes. C'est inadmissible. Un avion normal, pour atteindre son optimum économique, doit avoir au moins un taux de remplissage de 75% de passagers, ce qui n'est pas le cas. On a vu, et on a témoigné, vos confrères l'ont dit, dans certains trajets, certains vols, 11 passagers dans un gros avion. Aujourd'hui, le Camerco n'a pratiquement pas d'avion.
parce que le Djan est encore en Éthiopie pour des réparations. Et donc la culture qui a été louée et puis ramenée. Exactement. Parce que ça coûtait très cher. Et encore, le président nous annonce que la livraison se fera, n'est-ce pas, le 5 mai prochain. Et par ailleurs, il faut racheter les pièces à Boeing. Boeing ne fabrique plus de 767. Donc il faut refabriquer les pièces. Oui. Hein, et il y a une dette abyssale de Camerco vis-à-vis d'Ethiopian Airlines, qui est pratiquement 2 millions 8 de dollars, ce qui correspond à quasiment 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce qu'on va rembourser cela? Donc la question qui se pose d'abord, c'est une question de flotte. La plus belle fille du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. Donc en 5 ans, on a eu 5 dirigeants dont il n'y a pas véritablement un facteur humain. Il y a d'abord un problème de structuration. Quand on voit M. Moutazé aller voir Camra Aviation à Montréal pour signer un contrat, pour concurrencer Camerco sur son propre sol, et maintenant on voit Fly Inter, qui concurrence d'ailleurs, même si M. Mebongo essaie de mettre un bémol, au niveau domestique, les vols intérieurs, ça pose un problème. Donc que veut le président finalement? Est-ce que c'est l'option de vol compagnie nationale ou c'est la concurrence qu'on doit autoriser? Je vous permets, Jacques Mounet, de dire, est-ce que c'est à l'État maintenant de fabriquer un champion dans Camerco pour que nous soyons compétitifs? Non, Carole, voilà ce que je veux dire sur le plan économique. Je disais tout à l'heure on refuse de réfléchir dans ce pays. Nous tous, nous avons capitulé. Je pense que notre stratégie économique qui se base surtout sur les étrangers, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est vrai que nous avons besoin de l'apport des investisseurs étrangers. Mais le marché que nous pouvons contrôler, ou bien là où aussi nous pouvons être présents, il faut absolument être présent. Parce qu'un pays qui ne peut pas créer des richesses et les accumuler ne peut pas se développer, ne peut pas émerger. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous créons des richesses, les autres viennent, ils prennent. Je prends le cas du secteur aérien. Royal Air Maroc, Kenya Airways, tout le monde est ici. Le Cameroun est où? Et puis il y a un problème aussi chez les Camerounais. Et ça aussi, c'est une réflexion globale. Nous devons apprendre à consommer le made in Cameroun. Aussi longtemps que nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas avancer. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État de fabriquer des champions camerounais dans tous les secteurs. Même là où il n'y a pas de Camerounais, il faut les fabriquer. Nous avons des chaînes au niveau de la diaspora. C'est pour cela que je pense que Camerco aujourd'hui, pour pouvoir aussi avoir une part de gâteau dans ce marché, c'est-à-dire pour créer des richesses dans ce secteur, et pour que les Camerounais puissent prendre Camerco, il faut d'abord aujourd'hui que cette compagnie ait une bonne flotte. Et je crois qu'il faut tout faire. Parce que le problème n'est pas au niveau de management. La volonté est là. C'est vrai que l'État fait des efforts, mais je dis aujourd'hui, pourquoi? C'est pas qu'on est en train de jeter des cailloux sur quelqu'un. Il est question que sans champion, nous ne pouvons pas avancer. Et tu ne peux pas avoir des champions si tu ne lui donnes pas les moyens de sa politique. D'accord. Alain Tchakouté, de leur politique. Alain Tchakouté, ça vous arrive de prendre Camerco? Oui. Ça m'est arrivé, mais au début de l'ère Camerco. Mais je voulais quand même dire deux choses. C'est vrai que M. Mubin évoque très rapidement le fait qu'il ne s'agit pas d'un problème de management. Mais quand on observe très bien, on voit bien que 4 DG en 5 ans, il y a un problème. 5. Je crois 4. 1 Français, 2 Hollandais, 2 Camerounais. Peut-être. Ça fait une moyenne d'un DG par an. Par an, oui. Voilà. Le problème à quel niveau? Au niveau décisionnel plus haut, celui qui nomme les DG. de l'architecture de cette entreprise. Je voulais entrer dans mon propos par l'héritage de Camer. Parce qu'on oublie très vite que cette jeune entreprise vient des ruines d'un ratage aussi. Donc, alors, 5 ans après le lancement, où en est-on? Malheureusement, c'est un problème de management. Moi, j'estime que la flotte Boeing va faire son consulting, ils vont vous dire... Mais ils veulent vendre leurs avions, mes chers amis. Il faut bien le voir. Je crois qu'il y a un problème d'hommes et un problème de ressources. Regardez comment les... Moi, j'ai fait un voyage au Kenya, je sais pas, il y a 4-5 ans. À Kenya, oui, ils ont une académie. Une académie des pilotes, des hôtesses de l'air, de stewards, de tout ce qui sont dans la maintenance. Donc c'est structuré, c'est pensé, c'est construit. Quand on a ce genre de problème, il faut bien voir que la base, quand elle n'est pas bonne, le sommet ne va pas être bien. Donc management, restructuration, on parle d'argent, oui. Mais tant qu'on n'a pas les hommes qu'il faut,
tant qu'on n'a pas l'architecture, la gouvernance d'entreprise, est-ce que c'est comme ça que ça se dit? Vous vous souvenez bien que le PM était encore PCA il y a 2 ou 3 ans. Oui. Donc, tant que l'État ne va pas comprendre qu'on est dans un secteur hyper concurrentiel, donc on est dans un secteur qui, commercialement, doit être fort. Moi, je prends l'exemple de Ethiopian, qui est le champion aujourd'hui en Afrique. Et même, voilà. Il faut que les Camerounais apprennent à copier le bon exemple. Comment ils ont fait pour Ethiopian? C'est une grosse flotte, du management, c'est des ressources locales qui sont nées carrément dans les entreprises de vol qui sont à la tête. Un État qui laisse faire. Pour la préférence nationale Made in Cameroun, monsieur Bima, je vous assure, tant que c'est pas bien, les Camerounais ne monteront jamais dans cet avion. Tant que les avions sont en retard, je suis désolé, on est un pays de personnes qui veulent les choses bien faites. Alors, en 1 minute, on va terminer rapidement. Je vais commencer par vous. Je veux dire que Alain a raison. Effectivement, il y a un problème de management, mais ce problème ne vient pas en premier. C'est d'avoir un problème de structure, c'est très important. Tout à l'heure, j'écoutais... Donc vous direz aujourd'hui, arrêtons-nous et restructurons Camerco? D'abord, ça c'est le minimum, le préalable. Essayons de mettre de l'argent. Il y a eu un plan de relance de 25 milliards que le président a arrondi à 30 milliards, mais l'argent n'est jamais sorti. On ne comprend pas pourquoi. Par ailleurs, j'ai écouté tout à l'heure mon ami Jacques Bimaille, et il parlait de consommer Made in Cameroun, qui rejoint le discours de 2012 du président de la République, ton champion qui parlait de consommer camerounais, du patriotisme économique, qui ne respecte pas. Donc, je voulais saluer ici Jacques Bimaille, parce que lui, il a été victime d'un négrier qui s'appelle Bolloré, qui est devenu Citrafer. Voici un Camerounais patriote courageux qui a été victime. Et le gouvernement l'a lâché, un Camerounais. C'est scandaleux. Je vais terminer en disant que quand on voit M. Mebengo prendre Air France, ministre des Transports, est-ce que c'est sérieux? Parce que Camerco ne va pas. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Ce n'est pas sérieux. Quelle image on renvoie au monde entier? On n'a pas de flotte. Un ministre des Transports national qui prend une compagnie concurrente. Quelle image voulez-vous renvoyer? Parce qu'on n'en a pas sur la ligne, c'est normal. Camerco a loué un avion turc. Vous savez combien coûte un moteur Pratt? Location on va terminer. 74 000 euros. 40 millions de francs CFA par mois. Merci. Cet argent pour alors, le mettre dans la Jamène a pris le temps de parole. Tout le monde n'en va pas pouvoir terminer rapidement. C'est en 10 secondes. Monsieur Biaye, on sort par quoi? Restructuration, Camerco et quoi d'autre? Ben, écoutez, si il y a un propos que j'achète en partie, c'est celui de... On va aller vite, parce qu'on a terminé. C'est celui de Célestin Jamène, lorsqu'il a pensé que Camerco a besoin d'être restructuré. On avait, lorsque M. Nana, compte tenu des informations que nous avons dû puiser certainement à bonne source, lorsqu'il est arrivé, il a fait un audit. Il a proposé une première restitution de 30 milliards. Aujourd'hui, les 30 milliards ne sont pas débloqués. La dette de Camerco, c'est 34 milliards aujourd'hui. On a parlé des questions de flotte. Camerco n'a pas d'avion. Aujourd'hui, on a dit, comme son plan qu'il avait restructuré n'était pas certainement un bon plan, faisons confiance à l'international. On a donné le projet à Boeing Consulting. Boeing Consulting a fait le projet. Aujourd'hui, ça se chiffre, si mes informations sont exactes, à près de 300 milliards de francs CFA pour procurer Camerco de 14 avions à l'horizon 2020. 2020. Donc, avec les 777 qui est prévu, avec les Dreamline qui sont prévus, avec des avions fret qui sont prévus. Donc, pourquoi le gouvernement ne se décide-t-il pas à pouvoir renflouer? Mais je crois que c'est une honte. Alain disait tout à l'heure, lorsqu'il prenait l'exemple d'Ethiopian, parce que c'est Ethiopian. Mais prenez l'exemple de Rwanda Air. L'autre jour, les Lions indomptables ont pris Rwanda Air, sans se moquer de cette compagnie. Mais le Rwanda est quand même le pays qui est sorti de la guerre, pour le dire génocide. Comment le Rwanda peut-il avoir une compagnie aérienne et le Cameroun? Mais c'est la honte et le ridicule. Monsieur Biaye a pris tout votre temps. Je voudrais vous dire merci à vous, messieurs, d'être venus. Il faut financer cette affaire, à mon sens. Je voudrais vous dire merci parce qu'on est arrivé à l'heure. On est arrivé à l'heure qui nous est impartie. C'est les Saint Jamène. Je vous en prie. On est arrivé à la fin puisque monsieur Biaye et vous avez pris tout le temps de tout le monde. Vraiment. Je vous dis merci d'être venu. Juste le temps de rappeler les rendez-vous de Canal 2 International ce dimanche à 20h. Après le journal de 20h, on va parler de l'optimisation fiscale, les paradis fiscaux et Panama Papers. C'est donc une grande enquête sur la fiscalité au Cameroun présentée comme la pomme de discorde entre l'administration et les entreprises. C'est dans le cadre de stratégie. Donc, après le journal, vous souvrez aussi le grand reportage que l'équipe a mené à Africa CEO Forum à Abidjan et vous saurez de quoi on parlait. Donc, tous les chefs d'État et les décideurs qui y étaient. Stratégie, c'est donc après le journal de 20h sur Canal 2 International ce dimanche. Jacques Bimaille, Célestin Jamène, Jean-Baptiste Biaye, Alain Tchakouté et Marion Aubin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous
d'être resté, d'avoir honoré ce rendez-vous. À la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques. La semaine, au revoir.